pour aborder et traiter de ce sujet. Donc là aussi par ordre alphabétique, donc Alexandre Laverdure, donc qui est Insurance Specialist chez Pitney Bowes Software. Ça se présente bien. Oui, c'est ça. C'est bien prononcé. Merci. Patrick Raffort, donc, qui est à la fois directeur général d'Orange Courtage. Et donc là, la DDA, là, vous allez nous en parler parce que autant nous, assureurs, avons du côté de nos commerciaux une longue habitude de ces questions. La conformité est ancrée dans la culture des assureurs, mais ce n'est pas toujours le cas chez l'ensemble des personnes qui peuvent être amenées à vendre indirectement de l'assurance en produits affinitaires. Et précisément, ça tombe bien, parce que vous êtes également président de la Fédération des garanties assurance affinitaire. Donc une double casquette intéressante. Et last but not least, Domiti Rayan, qui est directrice, je le mets au féminin, accompagnement et transformation, donc rattachée au secrétariat général d'AXA France. C'est justement sur... Donc je me tourne vers vous. La DDA, on en parle beaucoup aujourd'hui, alors on a encore un petit peu de temps pour finaliser la mise en place et être certain d'être conforme, mais ce n'est pas non plus le seul chantier de conformité auquel vous vous êtes attelé dans le cadre de vos responsabilités au sein d'AXA, et sur d'autres chantiers visant à être conforme, dans l'entretien préparatoire que nous avons eu, vous m'avez donné d'autres exemples qui étaient extrêmement intéressants et qui montraient qu'on peut être dans une très grande entreprise et imaginer qu'on a beaucoup de moyens derrière, ce n'était pas toujours le cas. Oui, alors par rapport aux moyens, bonjour à tous d'abord. Oui, alors comme l'a rappelé Michel tout à l'heure, on exerce une activité réglementée. Donc bonne nouvelle, nous ne vendons pas des chaussures. Et comme je dis aux agents généraux qui de temps en temps rallouillent un peu, je dis vous avez choisi une profession réglementée. Maintenant qu'on a dit ça, heureusement qu'on exerce ce type de profession et heureusement que les réglementations évoluent. Mais l'enjeu, c'est de surtout pas les appréhender comme contraintes. Sinon, on est mort. On ne va jamais y arriver. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a, dans ma précédente casquette, j'avais les services clients épargne retraite individuelle. Et comme chacun le sait, il y a un petit peu de LCB, FT, surtout sur ce périmètre, pas que sur celui-là, mais il y en a un petit peu. Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, pardon. Et donc les équipes, comme les distributeurs, s'arrachaient un petit peu les cheveux pour savoir quelles pièces justificatives demander selon le cas, le profil client, le montant, le type d'acte, etc. Et donc on avait créé un petit leaflet qui s'appelait les clés de la souscription et on était tout contents parce que ça rentrait dans la poche pour le commercial et c'était la Bible pour les services clients. Alors, on avait juste sous-estimé la complexité de la chose, c'est-à-dire qu'il y a des combinaisons, vous voyez, qui sont possibles en termes d'actes, de montants, etc. Et quand vous regardez ce petit leaflet, qui est celui que j'ai présenté à mon voisin de gauche quand je lui ai dit ça serait pas mal d'avoir un outil parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup d'erreurs. Donc, on a ce document qui est une vraie référence qui semble très utile, pas parfait, mais en tout cas très utile, mais on a encore beaucoup d'itérations avec les distributeurs et donc du distributeur vers le client pour avoir les bons justificatifs. Je pense qu'il y a quelque chose à creuser. Et donc on a regardé pour voir comment l'outil pouvait être au service de cet objectif. Et donc Alexandre, qui sous-estimait aussi l'ampleur du sujet, dit qu'à cela ne tienne, moi je vais prendre ce petit leaflet, ça m'a l'air très simple, je vais pouvoir faire quelque chose. Et puis plus on a avancé dans la réflexion, plus on a vu que le chantier était gros, puisque est-ce que vous imaginez combien il y a de combinaisons possibles? Il y en a plusieurs centaines, hein. Donc ça fait plus de 500 combinaisons possibles. Donc vous imaginez qu'on était en train de demander aux distributeurs et aux collaborateurs de faire tourner leur ordinateur personnel en permanence et qu'on demandait à chacun de ne jamais se tromper. C'est juste pas possible. Donc c'est normal sur des cas compliqués. Je ne parle pas des cas standards, mais quand il y a plusieurs origines de fonds, c'est normal qu'on se trompe. Donc c'est comme ça qu'on a associé l'enjeu avec la technologie. Mais pour rebondir sur ton point qui est avec peu de moyens, on avait des moyens pour faire cet outil, mais on n'avait pas tous les moyens. Et là,
eh ben, quand on n'a pas de pétrole, on a des idées, et puis c'est l'enthousiasme qui fédère. C'est-à-dire qu'il me dit, ben, ça serait bien de faire des petits films pour compléter avec le devoir de conseil, parce qu'on avait 2 objectifs en épargne, lutte contre le blanchiment et devoir de conseil. Et des petits films, t'es bien gentil, mais il faut des comédiens. Donc je dis, bah tiens, on va recruter des comédiens d'un jour dans mes équipes. Donc j'ai fait un appel aux bonnes volontés. Alors là, mes collaborateurs directs m'ont dit, tu rêves en couleur. Et déjà qu'ils ne veulent pas être pris en photo, donc jamais ils vont accepter de jouer un rôle de client, de distributeur, ça ne va jamais fonctionner. Et en fait, j'ai eu plus de volontaires que de films à tourner. Donc la petite astuce, c'est qu'on a fait tourner c'était des jeux de rôle, hein, y compris une collaboratrice qui a joué une cliente de 85 ans, là quand même, pour se mettre dans la peau d'un client, d'un distributeur, et de jouer des situations en termes de devoir de conseil et de recueil de justificatifs. Donc c'est pour ça qu'à ta question, on a essayé d'innover, de penser autrement. Voilà, on a fait des choses comme ça. Alors, est-ce que, précisément, on peut regarder un premier exemple? Oui. Donc, on met l'assistant réglementaire. C'est ça. Hop. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Devoir d'information et de conseil. Bientôt IDD. Dans le secteur banque et assurance, la réglementation ne cesse d'évoluer et de se renforcer, avec au centre de tout ça, la fameuse connaissance client. Alors comment s'y retrouver? Chez AXA France, nous avons une conviction forte. Ne pas opposer réglementaire et business, mais intégrer le réglementaire dans la démarche commerciale. Voilà pourquoi nous avons créé Mon Assistant Réglementaire, une vidéo interactive dédiée aux distributeurs d'AXA France pour les aider à s'approprier la culture réglementaire en épargne. Avec une partie illustrative et un assistant rendez-vous. Cette dernière fonction est presque magique. Après avoir saisi dans la vidéo les informations sur le client et l'opération à réaliser, l'assistant donne directement la liste des pièces justificatives parmi plusieurs centaines de combinaisons possibles. En quelques clics, un véritable casse-tête est résolu grâce à cet outil innovant qui répond à un réel besoin en préparation de rendez-vous ou en temps réel pendant le rendez-vous avec le client. Bilan, des documents demandés au client en une seule fois, un dossier complet transmis aussitôt au service de gestion. Résultat, professionnalisme, plus gain de temps accru. Et un acte conforme en un temps record pour la satisfaction de tous. 3 utilisateurs sur 4 se servent déjà de l'assistant rendez-vous et son dithyrambique. Donc voilà, ça réveille. Ça n'avait pas de sens de le mettre avant cette séquence. Alexandre, quand on est de l'autre côté et qu'on reçoit ce type de demande, on l'appréhende comment? Comment est-ce qu'on analyse, la question de départ, la manière dont on va la traiter? Alors, au départ, on se fait avoir. Parce qu'en fait, oui, ça tient sur un leaflet. C'est ce que Domitil disait. Donc, puis, de toute façon, c'est 7 questions, pas plus. Bah, c'est bon, ça va être facile. Oui, en fait, non. Ça prend du temps, il faut en discuter avec les gens qui comprennent, parce que nous, on était là plutôt pour... Justement, alors on n'a pas réfléchi en mode contrainte versus opportunité. On l'a plutôt vu différemment. La contrainte, elle était vécue. Il fallait qu'on trouve, justement, comment faire en sorte qu'elle ne s'exerce plus et que ce soit facile. C'est plutôt comme ça qu'on l'a vu. Donc, comment accompagner finalement cette personne qui doit faire cet acte, que ce soit en agence ou chez le client, et faire en sorte qu'il soit à l'aise, qu'il se sente à l'aise et qu'il ne se pose pas de questions. Les documents, je sais déjà ce dont j'ai besoin, limite parce que soit je l'ai prévu à l'avance, soit parce que je sais qu'à tout moment je peux aller en faire la demande, même pendant que je suis à côté de mon client. Donc c'est à peu près ça qui nous a été amené comme volonté, puis fallait qu'on mette ça en démarche. Alors ce que vous avez vu est un teaser, c'est plus pour expliquer en moins de 2 minutes ce que ça fait. Ça a pris un petit peu plus de 2 minutes pour le construire, mais au final pas tant que ça, puisque en 3 mois à peu près,
le projet a été lancé et Domitil l'a présenté aux différents réseaux, puisque le but aussi c'était ça, c'était de s'adapter aux différents réseaux, que ce soit les réseaux internes ou externes. Donc non, pour nous on l'a vécu vraiment comme un challenge en fait, plus qu'autre chose de notre côté, puisque c'était essayer de mettre de l'innovation pour apporter un plus au quotidien des gens qui sont en face des clients. Parce que ce que j'entendais tout à l'heure, c'était un petit peu ça, on parle beaucoup du client, mais on oublie qu'en face du client, il y a aussi quelqu'un de l'interne, et que plus on l'aide, peut-être plus le client sera content aussi. Et cette satisfaction viendra aussi naturellement de par la relation. Je me tourne vers mon voisin de droite maintenant. C'est une préoccupation majeure, j'imagine, à la Fédération des garanties et assurances affinitaires, parce que, comme je disais en introduction, il y a un panel de vendeurs qui sont amenés à vendre de l'assurance qui est très différent précisément des spécialistes de l'assurance. Tout à fait, parce que déjà bonsoir. C'est effectivement le cas, c'est un peu particulier. Quand on parle de profession réglementée, effectivement, c'est le cas, sauf qu'il y a un pan de distribution qui a peut-être ignoré que c'est une profession réglementée. C'est-à-dire qu'on se rend compte que pour un certain nombre de petites assurances, pendant très longtemps, c'était vendu de façon sans approche de formation, sans connaissance particulière des produits. C'est aussi pour ça que la fédération s'est créée, pour essayer d'amener sur la partie un peu terminale de cette distribution, d'essayer d'amener des règles et de faire prendre conscience que on ne vend pas un produit quel qu'il soit et qui relève de l'assurance de la même façon qu'un produit relativement basique dans d'autres domaines. Donc quand on parle de profession réglementée, c'est vrai, tout le monde en a conscience, les assureurs, les courtiers et autres, mais c'était pas forcément le cas, et c'est peut-être pas encore tout à fait le cas dans un certain nombre de domaines, de certains acteurs qui sont effectivement sur cette partie un peu terminale. Donc j'anticipe un peu sur la partie opportunité. L'opportunité, c'est justement de parvenir à avoir un degré de professionnalisme un peu plus élevé sur cette partie finale. Après, sur la partie formation, je pense que c'est intéressant de voir ce genre d'initiative, parce qu'on a besoin de se poser des questions sur comment faire pour amener de l'information, pour accompagner le conseiller dans le cadre de son approche qui est de plus en plus complexe. On parle de réglementation, on l'a vu avec la RGPD, on le voit avec d'autres systèmes, on voit qu'en fin de compte, les conseillers ont une responsabilité de plus en plus importante, ont un rôle d'identification des besoins, de segmentation, de conseils appropriés, etc. Ce qui devient un vrai rôle difficile. Je pense qu'on a aussi des questions à se poser sur la façon dont on va faire évoluer ces conseillers, parce qu'on leur demande plus de responsabilités, mais je pense qu'à un moment donné, il faut aussi se poser des questions sur l'évolution, leur plan de carrière, et c'est pas qu'un outil qu'on utilise comme ça pour vendre un produit. Et c'est encore plus vrai, je dirais, dans le domaine des distributeurs non spécialisés, ou ce qu'on appelle maintenant les intermédiaires à titre accessoire, qui ne sont pas des professionnels de l'assurance, mais pour lesquels je pense qu'il est utile d'aller vers quelque chose d'une formation, je dirais, qualifiante. Ils seront peut-être amenés à avoir demain 15 heures pour certains d'entre eux, peut-être pas certainement pas pour les intermédiaires à titre accessoire, mais enfin pour les autres. Et je pense qu'il faut essayer de réfléchir à la façon de rendre ces formations qualifiantes pour qu'ils puissent aussi tirer un intérêt de tout ça. On précise sur les assurances affinitaires, juste pour donner quelques exemples, au cas où ça aurait échappé à quelques-uns. Alors les assurances affinitaires, déjà la fédération a été créée en 2012, juste une particularité sur la fédération, c'est qu'elle est transverse, donc on a des assureurs, des courtiers, des assisteurs, des sociétés de services, des distributeurs. Et l'assurance affinitaire, c'est au départ toutes les assurances qui sont vendues de façon accessoire à une activité principale, dans le domaine de l'automobile, dans le domaine du voyage, dans le domaine de l'high-tech, dans le domaine des biens de valeur et objets d'art. Donc on voit bien que c'est de plus en plus large, parce que quand on creuse un peu, on se rend compte que des non-professionnels de l'assurance vendent de l'assurance. Alors après, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est un autre sujet, mais en tout cas la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui il y a plusieurs milliards d'euros qui sont vendus de cette façon-là. Ne serait-ce que dans la téléphonie mobile, c'est à peu près 1 milliard d'euros d'assurance qui est vendu par des non-professionnels, donc c'est pas rien. Et donc la fédération est pour objectif de rétablir cette confiance et de transparence avec le consommateur. Et j'ai d'ailleurs aimé la question du monsieur tout à l'heure avec le polo rose ou rouge, tout simplement parce que c'est vrai que on a essayé d'anticiper sur cette nécessité d'avoir de la transparence. Et comme vous le disiez très justement tout à l'heure, eh bien en fin de compte, quand il n'y a pas d'obligation, ni de sanction, les
acteurs ont du mal à se mobiliser et à y aller. Donc je trouvais que cette intervention était intéressante parce que peut-être qu'elle était hors du cliché, mais en tout cas je la trouvais intéressante. Voilà. Donc la fédération agit dans ce sens-là. Comment développer le business avec une relation consommateur-client améliorée, transformée, avec plus de transparence, et puis aussi amener cette collaboration entre l'ensemble des acteurs sur une chaîne qui est très particulière, puisque, je le rappelle, l'affinitaire, pendant très longtemps, l'assureur était déconnecté, même si on peut penser le contraire, mais elle était déconnectée du distributeur final, tout simplement parce qu'il y avait des intermédiaires entre eux qui ne voulaient pas qu'il puisse y avoir de vraies relations et d'échanges. Donc les choses sont en train de changer. De fait, avec la DDA, ça change, puisque on est dans une logique de conception et avec une gouvernance produit qui est à la main des assureurs, enfin qui est dirigée quand même par les assureurs. Donc heureusement, les choses vont changer, mais pendant très longtemps, c'était l'état de la situation dans le domaine de l'affinitaire. Domitille, une réaction sur la partie formation peut-être ? Oui, tu as complètement raison, Patrick. C'est vrai que l'outil ne fait pas tout, les supports, les livrables ne font pas tout. J'ai dit pas. Oui, c'est Patrick. Oui. Je crois que je m'étais trompée. La révolution en profondeur, c'est vraiment de plus opposer business ou activité et réglementaire d'un côté et réglementaire de l'autre. C'est faire un tout intégré et avoir une démarche commerciale conforme. Nous, c'est comme ça qu'on l'a rebaptisé. Et du coup, toutes les formations sont repensées en disant la réglementation ne vient pas s'opposer à votre activité, mais elle complète et elle garantit la conformité de vos opérations. Donc ça, c'est une vraie transformation et ça passe par le levier de la formation et du rabâchage. Donc sur le devoir de conseil, on a commencé avec ça, avec un coût qui était contraignant d'ailleurs, parce que c'était plus de 2 heures de formation, et les plus de 7000 distributeurs donc, des réseaux propriétaires, là je parle des réseaux propriétaires, l'ont fait, alors presque tous, puisqu'il y en a 97% qui l'ont fait. Donc ça a été énormément soutenu par la distribution et c'était testé. C'est-à-dire que pour avoir l'attestation de réussite, il fallait qu'ils aient 80% de réussite aux différents quiz dans le cadre de Scoop. Mais on a complètement changé la donne. C'est-à-dire que, et on refond tous les cursus de formation initiale des différents réseaux à la lumière de cette nouveauté, en fait. C'est ce qu'on essaye de... La transformation viendra de là, de la formation, c'est ça qui est clé. C'est vrai que je fais le parallèle avec les chiffres que nous enregistrons chaque année au travers du ROMA, le rapport qui dresse un bilan formation consolidé de la branche. Lorsque l'on regarde dans les grandes tendances générales que l'on peut observer au fil des ans, c'est que les populations commerciales sont les plus consommatrices de formation. Donc on a des taux d'accès qui parfois frôlent les 100%. Et dans le même temps, on voit bien qu'il y a ce besoin perpétuel parce que la réglementation change et que si on ne veut pas être finalement confronté à un vice de procédure qui fait capoter la vente, fait remettre en question ce qui a été construit par le commercial, il y a toujours ce risque-là qui est latent. Donc la formation fait partie de la culture inhérente au métier de commercial. Si je peux me permettre, c'est vrai qu'on parle de relations clients et on ne va pas parler de consommateurs centriques, etc. Mais la réalité terrain, c'est quand même ça. C'est qu'aujourd'hui, ce besoin de transparence, on est tous des consommateurs, ce besoin de transparence, ce besoin d'honnêteté dans la démarche, on en a besoin, et encore plus, je dirais, dans le domaine de l'assurance. Parce qu'on a tous en tête ce que peuvent penser un certain nombre de nos concitoyens sur l'assurance, d'une façon générale, et sur l'utilité et sur la façon dont les choses se passent. On a mené au sein de la fédération un certain nombre d'études qui prouvent que, bien évidemment, les consommateurs ont besoin, et ils sont demandeurs d'assurance parce que ça lisse un risque, c'est intéressant pour eux, mais d'un autre côté, ils n'ont absolument pas confiance dans la façon dont on va délivrer la promesse qu'on a pu leur faire. Donc l'idée, c'est vraiment de changer ça. Et donc la formation, c'est aussi apprendre à des vendeurs de proximité, surtout des non-professionnels, à tenir les engagements et à bien expliquer le pourquoi. C'est-à-dire que les faux discours, les dialogues, en disant, enfin on a tous entendu un vendeur un jour vous dire « vous inquiétez pas, tout est couvert ». Bon, dès qu'on est dans le domaine de l'assurance, on sait que c'est possible, donc il y a un accompagnement à faire par rapport à ça, et je pense qu'il faut penser aux clients, et c'est pas simplement une vision en disant, c'est pas quelque chose de complètement désintéressé, c'est qu'on sait très bien que le client à qui on a une relation sincère et honnête aura tendance à rester avec son fournisseur, que ça soit parce qu'il a acheté une assurance et que ça s'est bien passé, que ça soit parce qu'il a acheté une voiture, un téléphone, etc. L'idée, c'est vraiment de se dire, moi mon client, je le respecte, et ça rejoint un peu ce que disait madame tout à l'heure, c'est-à-dire que quelque part, il a besoin de savoir, il a besoin
de savoir ce qu'on va faire de ces données, il a besoin de savoir à quoi il s'engage, il a besoin de savoir ce qu'il pourra éventuellement obtenir en cas de sinistre. Et je pense que toutes ces réglementations vont dans le même sens. Alors après, est-ce qu'elles sont bien faites ou pas bien faites, trop lourdes? Est-ce que le terrain et les études d'impact ont été suffisamment bien faites? On peut avoir certaines réserves sur ces données-là, mais en tout cas, est-ce que ça alimente les conseils, les avocats, etc.? C'est une certitude. Mais à côté de ça, on a besoin d'avoir cet accompagnement et d'avoir cet élément de transparence. Et ça se fait par la réglementation, parce qu'encore une fois, je pense que les acteurs ont du mal à rentrer spontanément dans cette logique-là. Plus concrètement, là, oui. Alors, on rebond par rapport à ça, autour de la DDA précisément. C'est vrai que nous, on le vit là avec certains clients. Comme le disait Patrick, en fait, les distributeurs aujourd'hui ont des contraintes, enfin vont avoir des contraintes avec la DDA qu'ils n'avaient pas précédemment. Ils ont des obligations, on va le dire comme ça. Et entre autres, que ce soit autour du devoir de conseil, la capacité à expliquer exactement ce qui est garanti, ce qui est exclu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, ils ne sont pas obligatoirement, sans faire de mauvais jeux de mots, rassurés quant à leur capacité eux-mêmes de le faire. Et ce qu'ils attendent, c'est justement des démarches d'innovation, de manière générale, et c'est sur ce sur quoi on travaille avec eux, pour pouvoir les accompagner, faire en sorte que la substantifique moelle qui doit être fournie par l'assureur, finalement, ils puissent l'avoir sans être eux-mêmes l'assureur, qui puissent donc continuer à faire leur travail. Nous, on l'a vu on l'étudie là sur des réseaux comme Garantie Panne Mécanique, où en fait on est quand même face à un garagiste ou un vendeur de voiture qui va devoir expliquer les garanties et les exclusions d'une assurance liée à la voiture qui est en deuxième main qu'il est en train de vendre. Pas simple, hein. Pas simple. Donc là, pouvoir l'aider, l'accompagner pour que lui fasse son travail et qu'à côté de ça, il ait quelque chose, une innovation qui va l'aider et qui va apporter le discours attendu de manière claire et efficace. C'est aussi comme ça qu'on voit que la DDA peut demain être une opportunité, puis finalement se généraliser, parce que le distributeur n'aura pas... ça pourra être évoqué pour tous les clients et non pas pour ceux uniquement où ils se sentent à l'aise, si je puis le dire ainsi. Dimitri, une réaction également? Alors c'est vrai que la directive de distribution de l'assurance, elle va changer quand même un certain nombre de choses. Alors je vous ai apporté l'exemplaire parce que c'est drôle, hein. On doit être facile à lire, facile à comprendre, facile à comparer, mais la directive ça ressemble à ça. Alors vous n'avez pas la loupe, hein, mais la taille de caractère de la directive et de la quarantaine de pages, c'est assez drôle quand on regarde juste les textes. Alors maintenant que j'ai dit ça, on a des textes qui peuvent faire peur à ceux qui les lisent, qui nous a tous interpellés sur la place pour savoir comment les interpréter. Donc on est dessus depuis le 20 janvier 2016 et donc notre date d'entrée en vigueur, je le rappelle, 1er octobre 2018. Si on veut dédramatiser le sujet, parce que quand on le décortique, il est de grande ampleur, c'est qu'il y a 6 à 7 thématiques qui se dégagent de cette directive, mais en fait, on peut raconter une histoire. Donc l'idée, c'est d'aborder la réglementation différente. C'est ça, nous, qu'on va retenir au niveau pour embarquer tout un chacun autour de cette directive. C'est pas de balancer les 6 et 7 thématiques, la transparence client, l'information client sur le non-vie, dont vous parliez tout à l'heure de l'IPID ou d'IDIP. Ah oui, parce qu'en français, l'IPID, ça fait DIPA. Alors, je vous présente le DIPA. C'est quand même donc document d'information sur le produit d'assurance. Donc nous on a fait DIP avec un A exposant pour pas que ça fasse trop DIPA. Mais ça c'est des documents. Alors ça je vous en ai amené un aussi, c'est très intéressant. Alors ceci dit, ça c'est très vertueux pour le client parce que cette directive elle vise quand même à harmoniser la concurrence, à renforcer la protection des intérêts du client et de l'information du client, et puis à mieux réguler toute la distribution de l'assurance. Alors vous voyez ce qui est bien, c'est que ce document d'information, puisque tout le monde n'a pas le même niveau de connaissance sur DDA, ça c'est important de le savoir parce que vous êtes client, donc à partir du 1er octobre, et puis avant pour ceux qui les lanceront avant, vous aurez un petit recto verso sur un produit non-vie qui ressemble à ça. Donc les petits pictos sont tous les mêmes, c'est normé, c'est exactement les mêmes titres, c'est la même taille de police. En revanche, ça a demandé un effort, ça a l'air de rien, mais ça a demandé un effort colossal aux équipes pour arriver à rendre ça clair, lisible, non trop peur, facile à comprendre, facile à comparer avec le langage de monsieur et madame tout le monde.
Eh ben, je peux vous dire que c'était pas une mince affaire parce qu'autour de la table, pour arriver à ça, il y a quand même un certain nombre de directions représentées. Donc il a fallu, et toute la profession a subi les mêmes difficultés et elle a dû faire face aux mêmes difficultés, mais normalement, pour le distributeur, le consommateur final, c'est quand même un document qui, à mon avis, a tout son sens. Donc, tu peux peut-être... Je partage en partie, parce que moi je vois aussi un effet négatif par rapport à ça, c'est que Lipid effectivement, alors il n'est pas encore à un niveau de lecture il est vraiment déjà pour un niveau de lecture, c'est mieux au niveau lecture, mais enfin ça s'adresse quand même déjà à des gens qui ont un niveau médian assez élevé. Et à côté de ça, il y a un point négatif quand même de Lipid et de cette réglementation, c'est que comme il faut faire tenir tout ça sur une page recto verso maxi, les produits complexes qui pouvaient donc intégrer un peu d'innovation, un produit un peu test, où on disait bah tiens, on va tester telle garantie, on va la délimiter avec des exclusions, des limites de garantie, mais on va voir un peu comment ça réagit. Donc c'est plutôt les garanties, ce qu'on appelait les garanties un peu gadget, mais souvent qui était quand même le poisson pilote de se disant bah peut-être qu'après je généraliserai, je retirerai en fonction de mon parcours et de l'expérience que j'en aurai, les exclusions, etc. Bah ça va être difficile. Pourquoi ? Parce que comme un produit devra faire l'objet d'un recto verso, si je commence à mettre des petites garanties comme ça, avec des limites, des exclusions, etc., je vais remplir mon Lipid avec plein de dispositifs de cette nature. Donc les acteurs vont plutôt dans le sens de se dire bon bah on met que les garanties principales, celles où je n'ai pas une palanquée d'exclusion, donc je reste vraiment sur le cœur des garanties, ce qui peut apparaître comme étant une bonne chose. Moi j'y vois un élément un peu négatif, c'est le fait que les produits qui intégraient de l'assistance, qui intégraient des services associés, etc., seront plus difficilement exprimables dans le cadre de Lipid tel qu'on vient de décrire. Alors après, effectivement, les icônes, c'est très bien, il y a de la lisibilité, c'est un formulaire identique pour tous les produits, ce qui veut dire que ça va faciliter aussi le travail des comparateurs, etc. Je ne suis pas certain encore que les consommateurs arriveront à s'y retrouver totalement, mais en tout cas c'est une bonne approche. Et je rappelle, en 2013, la fédération avait déjà mis en place un système avec des icônes qui était encore plus clair que ceci. Et je rejoins ce que vous disiez, ça n'a pas pris parce que les acteurs n'ont pas voulu rentrer dans ce niveau de contrainte. Je me tourne à nouveau vers Alexandre. Comment est-ce qu'on peut faciliter la lecture ? Donc, vous avez déjà donné un premier aperçu. Alors sur la DDA pure et dure, pour l'instant les exemples ne sont pas en production, pour des raisons assez évidentes. On travaille dessus avec un certain nombre de clients. Nous aujourd'hui on mise beaucoup sur l'innovation sur beaucoup de sujets, que ce soit au travers de sujets, de canaux différents. La vidéo que vous avez vu tout à l'heure, mais on fait de la vidéo interactive, personnalisée, temps réel. Peu importe, en fait, on fait surtout une vidéo qui est capable de s'adresser à la personne qui est en face de nous. Et je rebondirai sur ce que disait la dame tout à l'heure, finalement, qui va utiliser des données personnelles, mais la personne en est presque contente, puisque du coup, on est capable de se souvenir de qui elle est, de ce qu'elle a acheté, des contrats qu'elle a, et donc de lui parler de ses vraies garanties à elle, de ses vraies exclusions à elle, et de lui mettre en évidence. À partir du moment où on apporte un vrai niveau d'échange, et une qualité dans le contenu fourni, ou dans les services complémentaires apportés, l'utilisation des données ne posera pas de soucis. Donc aujourd'hui, c'est ça, c'est comment je vais pouvoir finalement avoir quelque chose qui s'adapte et qui, même si on est dans un métier d'assurance qui est un métier de mutualisation, quand je vais communiquer, je vais pouvoir communiquer sur le canal attendu par la personne et en faisant de l'hyper-personnalisation. Je le fais presque exprès, finalement, dans la communication vers cette personne. Justement, on a un exemple de vidéo interactive. Alors, qui n'est pas du tout sur la DDA, vous aurez compris. En fait, c'était un exemple qu'on a trouvé intéressant quand on a préparé, puisque c'était finalement suite à une autre série de contraintes réglementaires qui sont pour les professionnels en fonction qui sont de leur métier, pour les pros en tout cas, comment est-ce qu'ils peuvent être couverts, et c'était une problématique qui faisait que la plupart des gens ne savaient même pas leur niveau de couverture, et en ayant mis ça en place, aujourd'hui c'était au départ une volonté sur un projet d'AXA qu'on a fait, qui était mis à disposition sur le site web et envoyé par le biais d'Action Marketing. Et en fait, ce qui est très drôle, c'est que les agents, et le réseau de vente dans sa globalité, quand ils ont
découvert les leads les pistes qui arrivaient par ce biais-là. En fait, on regardait d'où ça venait parce que les leads étaient très qualifiés. Et du coup, ils se sont accaparés l'outil et maintenant, c'est eux qui s'en servent. Donc oui, on peut le lancer. Alors, c'est pas lié à la DDA, mais c'est vrai que c'est un exemple de comment transformer à nouveau une contrainte. Ouais. Alors, je lance, je pense qu'il va falloir baisser le son un peu sur les tests. Je crois qu'elle est forte. Bonjour, moi c'est Alexandre, et aujourd'hui j'aimerais vous parler de protection sociale. Savez-vous ce que votre caisse de prévoyance vous garantit si vous êtes en arrêt de travail? Probablement pas, car il est vrai que ça n'est pas un sujet simple, et je suis justement là pour vous éclairer. Mais pour ça, je vais avoir besoin que vous me confirmiez de quelle caisse vous dépendez. C'est à vous. Alors dans la vidéo, la personne en fait va pouvoir choisir sa caisse. Très bien. Et tout le contenu vous êtes s'adapte. donc affilié à la CARPV. Voici les risques auxquels vous êtes le plus exposé. Et comme vous le savez sûrement, personne, ni vous, ni moi, n'est à l'abri d'un accident ou d'une maladie grave. Chez AXA, on se met toujours à la place de nos assurés. Alors, imaginons malheureusement que vous ayez eu comme moi un accident. Faisons l'exercice et voyons ce que votre régime obligatoire de prévoyance prévoit de vous verser si vous n'étiez pas en mesure d'exercer votre activité professionnelle normalement. Vous allez voir, c'est très instructif. On y va ? Donc merci quand même à AXA d'avoir accepté de nous donner cet exemple. C'est original parce qu'effectivement de la vidéo interactive, voilà, on comprend mieux le système là quand on l'a sous les yeux. Y aurait-on pensé auparavant? Très honnêtement, moi j'y avais pas pensé non plus. Il n'y a pas d'intelligence artificielle derrière et pour autant on sent bien que ça augmente le collaborateur dans sa capacité à améliorer sa performance vis-à-vis d'un client et quel que soit le profil du client, et que finalement il y a une articulation assez intelligente entre le digital d'une manière très générique et puis des situations très ordinaires d'une relation client, même si effectivement on manque de mots pour les qualifier plus précisément. D'autres remarques, d'autres compléments? C'est bon? Pas sur ce sujet-là, non. Merci. Une réaction? Moi je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien que ça soit interactif ou pas, parce qu'encore une fois ça peut être un bon module de formation et que les distributeurs, enfin les vendeurs ont besoin de s'approprier un discours, donc ça peut être un bon moyen aussi de s'approprier le discours juste. Donc ça c'est une très bonne chose. Je pense que l'intelligence artificielle arrive, que la réglementation va aider aussi à ça, parce que quelque part on est dans de tels niveaux de contraintes ou d'obligations que les choses vont se mettre en place et qu'ensuite on pourra éventuellement on pourra installer effectivement des éléments d'intelligence artificielle. Je pense notamment à la gestion des sinistres. On voit l'arrivée de la blockchain, etc. Ce matin, nous étions dans à Station F pour parler de certaines solutions d'expertise blockchain. Donc, c'est un des éléments de la chaîne de valeur de l'assurance. Donc, c'est des choses qui commencent à arriver. Les assistants qui peuvent éventuellement être un relais dans le cadre de ces déclarations de sinistres aussi. Alors, il y a plein de choses à faire. Il faut faire attention à la gestion des données, mais en tout cas, l'intelligence artificielle arrive vite et je pense que la réglementation va y aider. Merci. On revient peut-être un peu plus sur le sujet de la DDA. Concrètement, les projets en cours. Le projet DDA, c'est un projet en soi qui est décomposé de beaucoup de projets. Donc, on parlait de l'information client, que ce soit en vie ou en non-vie. Tout ce qui est transparence client, ça rime avec confiance d'ailleurs, donc pour pérenniser la confiance de nos clients avec une transparence sur la rémunération, sur toutes les composantes de la relation commerciale. Tout ce qui a trait aussi à la gestion des conflits d'intérêts. Il y a aussi un groupe de travail sur tout ce qui est capacité professionnelle et formation, et ça c'est pas une mince affaire puisque tous ceux qui sont de près ou de loin concernés par la distribution d'assurance doivent avoir réalisé 15 heures de formation continue annuelle. Là on pensait qu'il y avait un petit peu plus de souplesse sur les formations éligibles, mais on a appris récemment qu'on attendait la liste, donc on va être sous contrainte, on va s'adapter. Il y a évidemment tout ce qui est devoir de conseil, donc ça qui est clé, et ça redonne de même que RGPD redonne le pouvoir aux clients. C'est vrai que DDA
c'est comme ça qu'il faut l'aborder. En fait, quand on aborde DDA, il faut penser client, client et client. Et quand on l'aborde comme ça, eh ben, on l'aborde avec le sourire, parce qu'on se dit ça, donc comment je le dis à mon client, comment, si je suis distributeur, je le présente à mon client. Transparence client, c'est je suis immatriculé à l'ORIAS, je me présente, je suis bien sous tout rapport. On raconte une histoire. Après, je vous présenterai le produit, quels conseils je donne, mais on peut dérouler DDA en racontant une histoire, et c'est l'histoire entre le distributeur et son client, sans oublier tous les acteurs des directions des compagnies, diverses et variées, parce que chacun a un rôle. Et c'est vrai que ce qu'il faut peut-être retenir, si on a 3 verbes importants, c'est normer, accompagner, contrôler, qui sont 3 verbes qui vont structurer notre activité au quotidien. Et bien, chacun, parce que ça fait rentrer la réglementation dans nos activités business. Et chaque personne dans l'entreprise est soit impliquée dans la norme, soit dans l'accompagnement, soit dans le contrôle. Et parfois, certaines personnes sont impliquées sur plusieurs dimensions. Mais quand on en parle en interne dans l'entreprise, on est capable aussi de raconter cette histoire en l'illustrant avec ces 3 mots. Oui. Oui, non, je suis entièrement d'accord. Ça responsabilise énormément les acteurs. Alors les assureurs, je dirais, étaient déjà bien mobilisés, mais ça crée aussi du collaboratif entre les différentes parties. C'est-à-dire que, encore une fois, je reviens dessus parce que c'est important. Aujourd'hui, je parle de l'affinitaire, mais c'est vrai aussi dans les autres domaines, on est obligé de collaborer. C'est-à-dire que quand on est sur une gouvernance produit, chacun doit déterminer ses responsabilités. C'est important parce que auparavant, l'assureur voyait bien ses responsabilités, il n'avait pas forcément la main sur tout. Aujourd'hui, on va être en charge. Chacun va porter ses responsabilités, même si, in fine, l'assureur portera une responsabilité un peu collective, mais d'un autre côté, il y a des engagements qui sont pris, et en face, on doit mettre les moyens de les contrôler. Et c'est un peu la fin de l'irresponsabilité de certains. C'est-à-dire qu'on va bien devoir, à un moment donné, dire que font les uns et les autres. Ça peut poser certains soucis pour des structures, je pense peut-être d'intermédiation, qui ne seraient pas suffisamment professionnelles, et pour lesquelles les assureurs ont peut-être envie de dire, non, on ne travaillera pas avec vous, parce qu'on a besoin d'avoir la certitude que vous serez impliqué, que vous mettrez les moyens, que vous avez le professionnalisme et l'expertise pour le faire. Mais c'est quand même un point très important que d'arriver à quelque chose de beaucoup plus collégial et beaucoup plus collaboratif. Je vous propose d'ouvrir peut-être quelques questions à la salle. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui, Thierry? Oui, c'est une question pour Madame Maraillon. Concrètement, est-ce que cette directive va vous obliger, par exemple, à réécrire les contrats d'assurance? Parce qu'aujourd'hui, pour le client lambda, le contrat d'assurance reste quand même un peu obscur, parfois, même si effectivement on déploie, comment dirais-je, le conseil avant, on va peut-être un peu guider le client. Vous savez ce que dit le grand public, la plupart du temps, l'assureur vaut mieux pas avoir affaire à lui, parce que de toute façon, il y a toujours un co-cédile qui m'exclut de la garantie et je ne suis pas indemnisé. C'est vrai qu'il y a cet aspect-là. C'est la première chose. La deuxième chose, vous avez montré une fiche, alors je ne sais pas, c'est peut-être seulement un, voilà. Donc j'ai cru comprendre que c'était une fiche d'information, une fiche explicative. Il y a longtemps que les banquiers, quand on va voir son banquier, il va vous placer de l'argent et il vous explique que voilà, il a placé sur telle chose, etc. Et en principe, on signe quelque chose. À titre très personnel, alors vraisemblablement c'est parce que ça m'intéresse pas beaucoup, j'ai jamais été lire les fiches explicatives et je n'y comprends pas plus quand je suis sorti de mon agence. Je veux dire, est-ce que vraiment ça va favoriser l'information du client, et est-ce que vraiment ça va être effectivement une opportunité pour le client comme pour l'entreprise de changer peut-être un certain nombre de pratiques, parce que c'est un peu ce que vous visiez tout à l'heure, dans vos propos récents, de certains assureurs, on va dire un peu scrupuleux, ou de certains intermédiaires peu scrupuleux.
Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Donc, la première, donc, est-ce qu'on va réécrire les contrats d'assurance? Alors, déjà, on va essayer de répondre à toutes les obligations de la directive. Maintenant, l'exercice de style, on va dire, qui a été dans un format imposé est intéressant et ça incite les directions techniques à repenser les choses un petit peu différemment. C'est pas pour autant qu'on va réécrire tous les contrats d'assurance. En revanche, on fait évoluer, par exemple, une fiche, ça, c'est ce qu'on appelle donc le DIP, le document d'information sur le produit d'assurance, donc ce sera un contrat non-vie. Ce DIP, pour être sûr, parce qu'il faut quand même apporter la preuve que le client ou le prospect l'a eu, enfin le client surtout, parce que s'il n'est pas prospect mais qu'il n'est pas devenu client, il ne va pas se passer grand-chose. Mais en cas de contrôle, il faut quand même qu'on ait gardé la preuve qu'il ait bien reçu ce document. Donc ça va apparaître dans un autre document. Donc on atteste de la remise de ce document. Mais la refonte de tous les contrats d'assurance, pas à l'ordre du jour. En revanche, les réflexions, il faut un petit peu que ça mature, notamment sur les CG, sur je dis, c'est peut-être l'occasion de commencer à écrire des choses différemment, parce que ce qui paraissait impossible à certains, quand on a fait cet exercice, on s'est rendu compte que ça devenait plus ou moins possible. Donc ça ouvre certaines portes, on va laisser du temps au temps. Après, est-ce que les clients, est-ce que ça va être utile aux clients? Alors, je pense que et là les distributeurs ont un vrai rôle à jouer, parce que tout dépend de la façon dont on le présente. Si je vous dis c'est un document de plus, alors là c'est la réglementation, mais tout à chacun, hein, vous allez chez votre banquier ou ailleurs, moi je dois être la seule cruche à rester 3 heures chez mon banquier à lire tout ce qu'il me remet. D'ailleurs il me dit vous êtes la seule, parce qu'il me dit signe en bas de la page. Non, moi je signe pas, je lis tout ce que vous me donnez. Alors, il me dit mais non, mais c'est la réglementation. Ah bah oui, mais justement je suis bien placée, donc je vais lire ce que la réglementation vous impose. Voilà. Bon, mais normalement il doit présenter les choses autrement. Donc j'ose espérer que nos distributeurs vont, et on va tout faire pour les aider à savoir comment distribuer un lipide. Donc nous on fait comment tout savoir sur lipide. Il y a le piano pour les nuls, le machin pour les nuls, et ben il y a au lieu de pour les nuls on dit tout savoir sur lipide. C'est comment je présente un lipide, etc. Donc c'est un cercle vertueux. Après le prospect, je parle volontairement du prospect. S'il comprend ce que ça veut dire, c'est dans son intérêt d'aller faire quelques-uns des autres acteurs pour comparer, parce que la vertu de ce document, c'est de pouvoir être comparé. La première, c'est de dire, moi j'adore AXA ou Groupama, ou quel que soit l'acteur, et ma mère, ma grand-mère, tout le monde y était, donc je ne vais pas chercher ailleurs. Ça me semble très clair, très bien, voilà, je comprends quelque chose. Et la deuxième approche, c'est je veux comparer, et là on a les éléments pour comparer. Parce que ce que tu disais tout à l'heure, c'est vrai qu'on ne peut pas tout mettre. Mais quand un acteur a une garantie qui se distingue, il a tout intérêt à mettre la garantie que tout le monde n'a pas, et c'est là où le client il va voir la différence. J'ai un service en plus. Il y aura pas, c'est pas 100% de ce qu'il y a dans un contrat, mais c'est là où la subtilité joue, et le client, enfin le potentiel, le prospect, a tout intérêt à aller regarder. Alors, je partage, je pense qu'effectivement ça va aider, parce que auparavant les notices, ça fait partie des documents précontractuels qu'il faut remettre maintenant, donc qui sont, alors il y a une notion de précontractuel ou pas, mais c'est un document précontractuel qui va être intégré au reste avec la notice d'information. La notice d'information, c'était quand même quasiment le contrat, notamment pour les produits affinitaires, donc une vingtaine de pages. Même si on lui remet avant de signer, lorsque c'était bien fait, il n'a pas le temps de s'imprégner des 20 pages déjà, et à mon avis il sera endormi bien avant, ou il sera tombé par terre. Là l'idée c'est quand même de faire un point, et effectivement si le vendeur fait bien son boulot, il va passer sur les différents points. Et si le client se rend compte qu'à un moment donné on lui dit bah non ça c'est exclu, et que le vendeur lui dit bah, tout est couvert, il va se dire attendez il y a un problème, c'est que là vous me dites que telle garantie est accordée, et je vois qu'il y a quand même juste 10 exclusions, donc je pense qu'il y a un problème dans votre communication. Je pense que c'est quand même une belle avancée en termes de transparence client, et je pense que ça aidera. Oui, une autre question ici. J'ai pas oublié une question. Pardon ? J'ai répondu à toutes ces questions.
Merci. J'ai une question qui porte plus sur les salariés et les impacts en termes de formation. Vous avez évoqué qu'il y avait une formation obligatoire pour tout distributeur d'assurance. Moi, j'aurais été intéressée, et franchement, je pensais que la table ronde allait aborder ce sujet-là. Est-ce que dans notre branche, vous avez une notion du nombre de salariés concernés? Qu'est-ce qu'un distributeur d'assurance? Jusqu'à quel type de fonction un salarié est concerné au sein de l'entreprise? Est-ce que tous vendeurs de contrats ou de prestations d'assurance, y compris sur des plateformes, sont concernés et vont donc être obligés de suivre cette formation? Quel est l'impact en termes d'enveloppe formation qu'il va y avoir dans les entreprises? Est-ce que les entreprises ont dégagé des enveloppes spécifiques de budget pour cette formation? Est-ce que ça va diminuer les autres formations dans les plans de formation? Enfin, voilà, moi je m'attendais à ce que ces thématiques-là soient un peu plus abordées. Il y a une partie des réponses qui ont été données déjà précédemment. Après, savoir s'il y a des enveloppes de dédiées, très certainement. De toute manière, ce que je disais tout à l'heure, enfin, quand on observe un peu la manière dont se distribuent les heures de formation dispensées, les commerciaux sont très largement bénéficiaires, sur des durées qui sont au-delà de la moyenne de branches d'ailleurs. Alors après, effectivement, sur le périmètre qui nous intéresse, qui est celui de la branche assurance des salariés des sociétés d'assurance adhérentes à la FFA, on a toutes les populations qui sont concernées par la distribution d'assurance. Oui, par la distribution de l'assurance. Alors, on avait un débat de place, parce que moi, par exemple, j'aimerais bien qu'on inclue ceux qui gèrent les réclamations clients et qui peuvent être en contact avec les clients. Tout le monde n'a pas tout à fait la même vision sur le sujet. Et il faut juste que vous ayez en tête que sur les formations, la date n'est pas la même. Donc, c'est pas le 1er octobre 2018, mais c'est le 23 février 2019. C'est aussi pour ça. Et comme on n'a pas la liste des formations, il y a encore un certain nombre de débats, donc on ne va pas pouvoir satisfaire toutes vos demandes. Mais la priorité, ce sont les distributeurs, ce sont vraiment les personnes qui sont en contact avec les clients et qui distribuent de l'assurance. C'est un panel très large. Alors, c'est 15 heures, sont 15 heures de formation annuelle continue. Et ça n'a pas. L'exigence, attention, l'exigence, c'est apporter la preuve qu'on est capable de distribuer, je dis n'importe quoi, vous allez dans une compagnie, il y a un nouveau produit auto, vous lancez un nouveau produit auto. Et il s'avère que monsieur Untel vend ce produit, mais il n'a pas du tout fait la formation ad hoc. On peut supposer que il n'est pas la meilleure personne appropriée, il n'a pas les compétences adéquates pour vendre ce produit. Vous voyez ce que je veux dire? Mais normalement, dans son métier, il doit de toute façon se former à ce nouveau produit. Donc c'est déjà prévu dans les enveloppes. Vous voyez ce que je veux dire? Pardon? Je vous suis, mais tous les salariés qui sont aujourd'hui en contact avec les clients pour vendre une prestation vont devoir bénéficier de cette formation. Tous ceux qui vont vendre tel ou tel produit, un distributeur qui n'a pas fait de formation de lutte contre le blanchiment et le financement des terroristes, c'est pas possible, c'est obligatoire. Donc ça fait partie des. Vous voyez ce que je veux dire? Alors après c'est vrai que la notion de distributeur aujourd'hui, la notion de distributeur c'est très large. Là on parle des compagnies, je dirais que c'est une chose. Mais ce que l'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui tout le monde sera intermédiaire jusqu'au bout. Il n'y a plus de mandataire d'intermédiaire, c'est intermédiaire, on va dire à titre principal ou à titre accessoire. Pour les intermédiaires à titre accessoire, donc ceux qui relèvent, ceux qui ont un dispositif d'un produit vraiment d'accessoire à un bien ou à un service, etc., la question se pose de la formation et a priori on sera en dehors du scope aussi de formation. Et pour revenir sur ce qu'on disait, le décret est sorti quand même il y a relativement peu de temps. Il y avait quand même une décision de place parce que ça a fluctué, les heures de formation entre 15 heures, 7 heures, 0, enfin bref, c'était quand même, il y a eu quand même tout un, et on a attendu, après on était quasiment sûr des 15 heures, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui il faut quand même reconnaître que le décret c'était juin, donc c'est encore récent, et les arrêtés ne sont pas pris, on ne sait pas quel périmètre. À un moment donné on entendait dire ça peut être n'importe quoi, n'importe que ce soit de la formation, donc on peut même être sur le produit, et si c'est un produit accessoire, vous pourrez toujours parler de la garantie, de la machine à laver, du téléphone, etc. Donc tout s'est dit à un moment donné, et pour l'instant on sait que ça ne sera pas ça, mais on attend de voir un peu ce que ça donne, et comme tu disais très justement, c'est un an à partir de février 2019 pour se mettre en ligne par rapport à ces impératifs-là. Voilà.
Oui, c'est demain, mais si vous voulez, c'est toujours le même problème, c'est que les textes, on l'a bien vu sur la directive, on nous demande d'intégrer un texte qu'on ne connaît pas. Il y a des discussions et quasiment 2 mois avant, il y a encore des sujets majeurs. Je parlais d'études d'impact tout à l'heure, mais on n'analyse pas tout ça. Je veux dire, il faudrait vraiment qu'on prenne en compte ce que disent les professionnels aussi pour la mise en place opérationnelle d'un certain nombre de sujets. Alors après, il y a des choses qui sont plutôt partisanes, mais au-delà de ça, il y a quand même vraiment de vraies logiques opérationnelles. Comment je mets en place? Je prends le cas, par exemple, des distributeurs non professionnels. Si on leur dit c'est 15 heures demain, vous avez, je ne sais pas moi, 5000 personnes sur le terrain, comment vous les formez? En plus de tout le reste, en plus de la formation produit, en plus de la formation... C'est hyper compliqué, c'est pas leur job. Donc, est-ce qu'on met en place des moyens de type vidéo? Est-ce qu'on met en place des e-learning? Mais alors, le e-learning, on sait un peu comment ça se passe dans un certain nombre de domaines. D'ailleurs, la CPR regarde ça d'assez près. Si je passe toutes les questions à mon copain en disant si ça je l'ai fait, je me suis tapé 2 heures, toi en 10 minutes ça va être fait, hop, allez on passe à autre chose. C'est aussi ça. Enfin, il faut essayer de voir un peu la cohérence de tout ça et se dire qu'est-ce qu'on veut faire véritablement. Est-ce que 15 heures ça suffit? Moi je suis désolé, quand vous vendez un produit d'extension panne, enfin assurer une assurance panne d'un produit blanc, 15 heures c'est peut-être un peu beaucoup et c'est peut-être insuffisant dans d'autres domaines. Voilà, enfin il y a plein de questions comme ça qu'on aura dû se poser et bon, on va bien voir comment mettre ça en place et les professionnels de la formation et les assureurs qui ont l'habitude quand même, et les courtiers, de mettre en place des dispositifs de formation pour leurs salariés, je dirais, vont savoir gérer, je pense. Mais pour rappel, alors, il y a le 1,6 de la masse salariale a disparu avec la déclaration fiscale 24,83 par son petit nom, mais on est toujours en moyenne à 2,5 fois, 3 fois ce niveau historique consacré de budget consacré à la formation dans le secteur de l'assurance. Donc il y a une culture de la formation qui est bien au-delà de ce que l'on peut observer dans d'autres secteurs d'activité qui présentent d'autres particularismes. Donc je pense que dans l'assurance on suivra, comme on l'a toujours fait, un peu ces obligations à intégrer seulement dans le corpus des autres types de formations lorsqu'il y a un nouveau produit, lorsqu'il y a un nouveau logiciel, et dans des formations qui, avec des modes pédagogiques qui intègrent non pas la théorie d'un côté, le réglementaire, et puis après le produit, et puis les techniques de vente, mais des pédagogies intégrées dans des logiques de formation active. Moi, ce que je trouve un peu étonnant, mais c'est ma vision un peu extérieure, c'est qu'il n'y a pas de transversalité. C'est-à-dire que quelque part, on voit bien, on parle d'un secteur, on dit voilà, nous, la formation, etc. De l'autre côté, comme on est sur une chaîne de valeur, il serait intéressant de s'intéresser aussi à la façon dont on forme toute cette chaîne de valeur, du début jusqu'à la fin. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que l'assureur, lui, va former ses collaborateurs, donc il a des agents ou il a un réseau, il va travailler avec un courtier pour mettre en place un produit, et puis après, ce produit sera distribué par des professionnels ou semi-professionnels, etc. Ce qui serait quand même intéressant, c'est d'intégrer l'ensemble de cette chaîne de valeur. C'est-à-dire de voir comment on peut faire des passerelles, on peut amener une vraie logique de formation un peu globale lorsqu'on a un produit qui est distribué. Parce que la réalité, je vais quand même vous la donner, c'est la réalité que moi je vis réellement, c'est que l'assureur vous dit, moi, la formation des vendeurs, je ne tiens pas à prendre cette responsabilité, donc du coup, je ne veux même pas en entendre parler. Vous voyez, c'est un peu ça aujourd'hui qui est inquiétant. Non, pas sur la partie courtage, pas vraiment sur la partie distribution, donc quand vous avez de la vente de proximité. Vous avez un certain nombre d'assureurs aujourd'hui qui vous disent, moi, je ne validerai pas, je ne participerai pas à un support de formation vendeur de proximité. Vous voyez, donc, alors, ça étonne peut-être, mais moi je peux vous dire que c'est aussi une réalité. Je trouve, à la fois, je peux comprendre la responsabilité qu'on fait porter sur l'assureur, quoi qu'il arrive, et qui parfois d'ailleurs, qui ne devrait pas relever l'assureur, parce que parfois la responsabilité, comme je disais tout à l'heure, elle doit porter sur aussi d'autres parties prenantes. Mais en tout cas, j'ai entendu, j'ai discuté avec un certain nombre d'assureurs, et je peux vous dire que ce genre de propos ont été tenus en disant, nous ne participerons pas. Et je trouve ça un peu dommage de ne pas s'associer, de ne pas être force de proposition parfois sur des modules de formation. Je vous propose de clore cette table ronde, sauf si les invités ont quelque chose à rajouter. Merci de votre participation.